Bonjour Aruna. Bonjour. Chose incroyable, on est là pour on va sans doute parler d'amour, ça c'est pas possible autrement, mais aussi J'allais dire, il y a quelque chose qui ne change pas. C'est qu'on va parler voilà. d'amour. Mais surtout on va parler de cinéma. Alors c'est vrai, Eh on vous oui. connaît en tant que philosophe, de la relation entre autres entre guillemets amoureuse, mais surtout donc cinéma. C'est vrai que le cinéma ça a été une passion de toujours. De toujours, enfin de toujours. Enfin, je sens que ça m'habite depuis toujours, mais si j'essaie de me souvenir, mon tout premier souvenir de cinéma, Oui. c'est ma maman qui trouvait pas de babysitting pour moi. Je devais avoir 5 ans, 6 ans, et qui m'a emmené voir Quand passent les cigognes. Ah. Et je me souviens, mais ça, alors là, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance comme ça. Mais celui-là, il est comme hier. Je me souviens toute petite d'être assise sur ma chaise. Je regardais entre les deux fauteuils de devant tellement, parce qu'il y avait des moments quand même durs, etc. C'était un noir et blanc super intense et tout. Et je regardais comme ça, mais j'étais mais fascinée. Et je trouvais ça si beau, si magnifique. Et jusqu'à aujourd'hui, je trouve que ce film c'est un des premiers films d'avant-garde du cinéma, en vérité. Et d'ailleurs, il ouvre mon film. J'aurais tout fait pour le placer, quoi. Parce que dans ce film, je rends hommage vraiment à mon cinéma, à des choses qui m'ont touché, plu, fait réfléchir, etc. Et donc, tout au début du film, il y a les voiles de mariée de la mariée de Quand passent les cigognes. Voilà, ça c'était mon premier souvenir, j'avais 5-6 ans et je pense que je me suis dit là, le cinéma, c'est... Voilà. Alors, si passion il y a, ça s'est inscrit là. En tout cas, je ne suis pas vraiment étonnée, parce que quand je vous ai rencontré lors de la publication de votre premier livre, Dis-moi si je m'approche, dans ce livre, voilà, vous parlez du cinéma, votre rencontre avec le cinéma israélien. Donc, quelque part, c'était déjà là, on le voit, on le sent. Oui, c'est vrai qu'après, la deuxième étape de ma passion du cinéma, ça a été quand je suis arrivée en Israël. Je suis arrivée en Israël après la guerre des 6 jours, j'y venais comme volontaire. Euh, le cinéma, j'y pensais, mais pas du tout. Je faisais l'université, je faisais une licence de psychologie, une licence de littérature. Vraiment, je ne pensais pas au cinéma. Et le hasard, la synchronicité, donc, fait que plein d'amis à moi étaient... Enfin bref, on était branchouillés, hein. Donc on était avec tout le Tel Aviv branché de l'époque. Et la nouvelle vague du cinéma israélien commençait dans ces années-là, dans les années 70. Et forcément, j'ai sympathisé avec un chef-op, j'ai sympathisé avec un réal, j'ai sympathisé avec tout le monde. Et je me suis retrouvée volontaire, bénévole, pas volontaire, Stagiaire? vraiment stagiaire bénévole. Et je dis, qu'est-ce qu'on apprend quand l'argent n'est pas l'enjeu? Je travaillais pour rien de 5 heures du matin. On regardait les rushs encore à l'époque, après la journée de travail, etc. Et j'ai travaillé sur les premiers beaux films, grands films de la nouvelle vague du cinéma israélien comme bénévole. Et j'adorais ça, j'adorais ça. Quand j'étais à la maison, et surtout j'étais à la maison dans le montage, parce que là j'ai eu la chance d'une femme extraordinaire, une des plus grandes monteuses d'Israël à l'époque, et qui m'avait prise en sympathie. Hein. J'étais une petite jeune, hein, stagiaire, effectivement. Et j'ai appris à couper la pellicule et tout. Et j'étais super bonne, j'étais super bonne. Donc il suffisait qu'elle me dise, mais cette image-là, je savais exactement où elle était. Et j'ai adoré le montage. Bon, Mais ce qui est curieux, c'est que vous avez laissé de côté le cinéma. ah bah Vous oui. n'y êtes pas resté. Vous avez fait un choix dans votre vie. Ah bah oui. Mais et du coup, ce que je me demande, c'est pourquoi c'est revenu. Je, Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant? Pourquoi c'était pas avant? Vous allez très bien comprendre. Quand je vais vous expliquer pourquoi c'est parti, vous allez comprendre pourquoi maintenant ça peut revenir. Pourquoi c'est parti? Parce Ben que oui. j'ai fini ma licence à l'époque donc de psychologie, de lettres. Je suis rentrée en France pour faire mon mémoire. Oh, puis il y avait un amoureux qui Toujours un m'attendait. amoureux quelque part. Voilà, il y avait un amoureux qui m'attendait à Paris. Et très naturellement, j'ai repris des contacts avec des gens de cinéma, parce que j'en avais connu au passage. Et tout de suite, on m'a proposé de travailler sur un film. Je m'en souviens, c'était un film encore avec Claude Dauphin et Evelyne Bouix. Et je me souviens être allée au premier rendez-vous, etc., etc. Et tout en moi me disait, ne mets pas les pieds là-dedans. Ah oui. Ne mets pas les pieds là-dedans. Et puis bon, alors je me suis interrogée, j'ai dit, mais pourquoi? Bon, et puis j'ai bien vu tout le milieu
branché parisien de l'époque. Et je savais que j'allais y perdre mon âme. En gros, pour le faire très court, ça couchait tout le temps, ça couchait partout pour vous le faire court. Tout le monde couchait avec tout le monde. Bon, en Israël aussi, vous me direz, c'était pareil, c'était l'époque Peace and Love. Mais c'était pas pareil. En tous les cas, là, j'ai eu une espèce de feu rouge intérieur, très très fort. Et c'est pour ça que j'y ai renoncé. Alors vous me dites pourquoi j'y suis revenue. Parce que quelque part, ça m'a jamais quitté, mais maintenant, je suis plus en danger. Oui, mais ça ne vous a Je jamais suis devenue quitté. une experte de la relation amoureuse quand même entre-temps. J'ai tellement travaillé sur la relation amoureuse, j'ai tellement travaillé sur l'amour aujourd'hui. Et la sagesse. Et sur, Hein? et sur la sagesse de l'amour, sur la philosophie, l'amour de la sagesse. Donc entre l'amour de la sagesse et mon travail sur la relation amoureuse, aujourd'hui, vraiment, j'ai le même radar. Mais j'ai le même radar pour me dire, laisse tomber, laisse tomber. Alors comment c'est venu ce projet? Comment c'est né? Qu'est-ce qui vous a poussé? Vous savez, je vais vous dire, même quand j'ai écrit mes bouquins, j'en ai donc écrit Oui. 3, ma trilogie autobiographique, tous les gens me disaient, ça ferait un film, ça ferait un beau film. Et c'est vrai que j'écris un peu... Oui, une écriture cinématographique. Ouais, j'ai une écriture cinématographique, tout le monde me le disait, Mm. et je me disais, ça ferait un beau film. C'est tellement vrai qu'à l'époque, je pense à lui là maintenant, je connaissais, mais pas du tout par rapport au cinéma, mais par rapport justement plutôt à mon chemin de sagesse. Et tout ça, j'avais fait connaissance avec Danielle Gélin. Ça, je connaissais sa femme, etc. Elle aimait bien venir m'écouter de temps en temps. Et mon instinct de l'époque, j'avais donc dans un de mes livres, il y a un petit poème que j'avais écrit dans le cours de mon bouquin. Le poème, c'est Souviens-toi, se souvenir du passé, c'est douloureux, mais ça permet d'ouvrir de nouveaux lendemains. Et un soir, Daniel était là, on buvait un verre et je lui dis, Daniel, tu m'enregistrerais pas le poème? J'aimerais bien l'avoir avec ta voix. Ben, bien sûr et tout. Ben, on l'enregistre sur place. On enregistre le poème. Eh bien, je crois 10 ans, 20 ans plus tard, ce poème, j'avais déjà dans la tête qu'il me servirait ce poème pour mon film. Eh bien, pour mon film, on a ressorti la bobine, il a fallu la retravailler un peu. Et j'ai Danielle Gélin, la voix de Danielle Gélin dans mon film. Vous vous souvenez du premier moment où vous vous êtes dit « Oh, je crois que je vais faire un film ». Il y a quelque chose qui est en train de naître, qui pousse en moi, qui me pousse à faire ça. On a dû commencer à rassembler des images pour un éventuel documentaire. C'était l'idée de Sur départ, vous, sur moi. Et après, on a monté, puis moi, le montage, ça me démange, quoi. Alors, je vois les images monter. Je peux Parce pas que voilà, je vois les images en montage. Techniquement, je me demandais comment vous avez fait. Si vous avez d'abord choisi les images dans ce que vous aviez dans votre dans votre escarcelle, ou est-ce que vous avez fait en fonction des images? On a fait les deux. Oui. On a fait les deux. Comme on avait rassemblé toutes les images et qu'on les avait mis par best-of, par période, par ceci, par cela, les images m'ont certainement aussi inspiré, mais j'avais déjà mon bouquin parce que j'avais aussi l'histoire. C'était mon histoire. Voilà. Et après, comment faire de mon histoire une fiction universelle? Déjà, dans le livre, c'est une fiction, parce que c'est le récit initiatique d'une femme moderne. Je l'ai écrit comme une épopée. Et après, de la voir en images. Voilà, mais moi, je vois en images. Je pense à quelqu'un comme Wim Wenders. Lui, il voit en espace. Oui. Il voit le cadre, il voit le tournage, il est toujours en extérieur, si je puis dire. Et moi, pas du tout. Je vois les images et je les vois en train de se monter. Et je vois le film dans une salle de montage, en fait, dans ma tête. Je les vois pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Alors, du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à cette idée bizarroïde, parce que c'était pas une pensée décidée. C'est ça que je dis. C'est comme si ce film me fait décider au fur et à mesure de la route. J'ai pas décidé que je vais faire un film sans montage. Et j'ai dû me réveiller un matin et j'ai dit... Oh, c'est ça le vrai défi, réussir un film sans tournage. Mon directeur de production, il a eu cette phrase vraiment formidable. Il a dit, on ne sait pas comment on va le faire, on ne sait pas comment on va le finir, mais ce qu'on sait, c'est que c'est nous qui courons derrière ce film. Et c'est vraiment vrai. Tous les gens qui sont impliqués dans cette aventure, on a le même sentiment que c'est ce film qui nous dit comment faire le film. C'est ce film qui fait le timing, qui fait le rythme, qui fait tout. Et nous, on lui court derrière. Enfin, mon directeur de prod, il a dit, je marche derrière. Moi, j'ai dit, moi, je cours. Mais c'est vraiment vrai.
Parce qu'on se dit qu'inconsciemment, quand on vous connaît, inconsciemment, il savait qu'un jour ce film oui. se ferait. Ah oui, oui. Hein? Subconsciemment. Subcon- C'était pas oui. complètement inconscient. La preuve, Hein? c'est d'avoir demandé à Daniel Gélin d'enregistrer une voix 10 ans plus tôt, quoi, ou 15 ans plus tôt. Oui, je dans sais votre plus. subconscient, c'était là. Oui. Je crois que j'ai jamais lâché ce morceau. Peut-être que depuis Quand passent les cigognes, je suis en train de réaliser un film en comprenant en chemin que, et c'est ça que j'adore, c'est dans ce mot formidable de réalisateur, réalisatrice, réaliser. Moi, j'ai fait donc tout un parcours de sagesse, de développement personnel, de développement spirituel. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur réaliser, mais au sens de prendre conscience. Il faut réaliser, il faut prendre conscience, il faut élargir sa conscience, il faut devenir conscient. Ça a été mon leitmotiv pendant toutes ces années d'enseignement. Et de comprendre que notre vie est un film, que tout ce dont on prend conscience, c'est ça, notre vie. On réalise notre vie par nos prises de conscience. Et du coup, quand on devient réalisateur, c'est un petit peu pareil. C'est amener dans une forme quelque chose qu'on est devenu. En tous les cas, pour moi, c'est ça. C'est le réalisateur, il apporte quelque chose de ce qu'il a réalisé. Qu'est-ce qu'il a compris, quoi, de la vie, de sa vie. Je pense à Arnaud Desplechin, par exemple. Pour moi, c'est un grand réalisateur, parce que dans l'image, dans tout ce qu'il fait, c'est toujours lié à lui. On sent que c'est l'expression de ce qu'il a réalisé en chemin, de ce à quoi il a pensé, de sa philosophie de vie, de sa non-philosophie de vie, ce qu'il ne sait pas encore, mais auquel il pense. Enfin, c'est comme ça que moi, je pense la réalisation. Alors, dans ce film, il y a deux approches de lecture. Il y a ce projet artistique lié au cinéma, mais aussi un défi métaphysique. Vous parlez d'amour. Vous me dites métaphysique parce que je touche la question des anges. Qu'est-ce que c'est que les anges? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on a un ange gardien? Et du coup, je préfère parler de contes métaphysiques. Parce que quand on est dans la métaphysique, on n'a que de l'éprouvement, on n'a pas de preuves. Comme disait Marc-Alain Wachnine, on n'a pas de preuve de l'existence de Dieu, certes, mais on n'a aucune preuve de son inexistence. C'est pareil pour les anges. On n'a pas de preuve de leur existence, mais on n'a pas de preuve de leur inexistence. Et donc là, on est dans le domaine de l'éprouvement. Et c'est pour ça que j'adore le cinéma, parce que le cinéma, il fait éprouver. Il touche. Il touche, il émeut, il passe par l'émotionnel. Et l'émotionnel au sens le plus haut. Si on parle d'émotions, bon, la peur, le machin et tout, d'accord. Et puis il y a les émotions d'âme, quoi, les émotions. Alors là, c'est les grands moments du cinéma pour moi. Si je comprends bien, Aruna, là, vous évoquez ces scènes que vous avez mis dans votre film, des scènes cultes qui nous font vibrer, émotionner. En tous les cas, qui m'ont fait Oui, vibrer, voilà. et qui dont je me souviens encore. De l'émotion. Et quand je les revois, je retrouve l'éprouvement et l'émotion d'âme et tout le questionnement métaphysique que ce regard. Brigitte Bardot dans Le Mépris, quand elle regarde Piccoli qui regarde sa montre parce qu'il a un rendez-vous et que tout le mépris du monde se lit dans ses yeux. Mais moi, ça, ou que Jeanne Moreau... Monica Vitti aussi. Monica Vitti, ou que Jeanne Moreau dans sa baignoire en train de tout son monde se déchire parce que l'homme avec qui elle est s'en va. Quelle femme, voilà, c'est moi, mais quelle femme n'a pas connu ce moment de mépris total quand un homme en face lâche le morceau, quoi. Lâche au sens L-A, accent circonflexe aussi, manifeste toute une lâcheté par rapport au potentiel d'amour qu'il y a entre eux, entre lui et une femme. Voilà, ça c'est des moments cultes. Et c'est vrai que là, cet éprouvement qu'on a, ça touche des émotions qui, elles, touchent au mystère de l'amour, au mystère de l'âme, au mystère tout court, au mystère du sublime, au mystère du grand amour pour moi, parce que c'est ça le thème de mon film quand même, quelque part. Parce que c'est métaphysique, d'accord, c'est les anges, mais derrière cette réalité... Un rêve d'amour. Voilà, est-ce qu'on peut vivre un grand amour sur Terre? Est-ce que c'est un rêve impossible? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est un fantasme? Moi, je crois que beaucoup de gens dans la salle, enfin j'ose l'espérer, se reposeront la question. Et pour moi, la philosophie ou la métaphysique,
c'est de garder les questions ouvertes sur les mystères. En fait, vous inversez un petit peu ce que Wim Wenders avait fait dans Les ailes du désir. Il nous proposait une incarnation d'ange parce que l'ange tombait amoureux. Et là, inversement, votre héroïne rêve de l'amour des anges, donc c'est inversé. Tout à fait, c'est très conscient et ce film d'ailleurs, s'il se fait jusqu'au bout comme je le souhaite, ce sera un film qui sera dédié à Wim Wenders parce que je trouve que justement sur cet éprouvement des mystères, Les ailes du désir et Si proche, si loin, il y a eu là un mystère de faire passer quelque chose de la métaphysique au cinéma que Wenders a réussi, peut-être par-delà lui-même aussi, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est magique. Ça ouvre des questions métaphysiques, mais super intéressantes et super qui nous touchent à l'âme, qui ne sont pas de la métaphysique pour intellectuels en université. C'est, même si on est un ange de l'autre côté, admettons, dans cet ailleurs, eh ben, un ange peut envier les humains parce qu'ils peuvent se toucher, parce qu'ils peuvent faire l'amour, parce qu'ils peuvent aimer et être aimés physiquement. C'est quand même énorme. Et moi, c'est vrai que dans mon film, je prends la route inverse de Wenders, mais très consciemment, là, pour le coup, et très volontairement. Mais je répète, c'est un film que je lui dédie, mais de tout mon cœur. C'est les gens sur Terre peuvent envier les anges en se disant, eux, ils peuvent passer dans des champs sublimes, ils peuvent être dans des éprouvements sublimes que nous, on n'arrivera jamais à éprouver sur Terre. Et pourtant, on sent que c'est possible. Et c'est ça que j'appelle la nostalgie de l'ailleurs. C'est cette nostalgie de quelque chose qu'on ressent comme existant en nous ici-bas et qu'on croit appartenir à un ailleurs dont on est nostalgique. Comment composer avec cette nostalgie? Faut en guérir. Alors ça, c'est mon film. Hein. Pas beau. Ça, on pourra en reparler quand mon film sera fini et qu'il sera sorti sur l'écran. Je ne veux pas dévoiler toute l'idée. Mais c'est vrai que j'essaie de faire passer cet éprouvement des deux mondes, du sublime et de l'ordinaire un peu névrotique que nous connaissons tous dans les relations amoureuses. Et comment on fait pour que ces deux mondes s'entrelacent, s'entremêlent, que la frontière devienne poreuse, pour que quelque chose se vive du sublime dans le corps, à corps, ici-bas, dans la réalité de l'existence. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on va me dire que je rêve? Ben oui, mais entre le rêve et le réel, la frontière est très subtile. Quand est-ce qu'on sait qu'on rêve? Quand est-ce qu'on sait qu'un rêve n'est pas le plus grand réel qu'on vit? Si ça marche, je me dirais que j'ai réussi le film. Parce qu'un film réussi, c'est un film avec lequel on reste, qui continue à travailler en nous, qui nous fait réaliser plein de choses, qui nous fait devenir nous-mêmes réalisateurs de notre propre vie grâce à ce film qui nous a transformés. Moi, j'ai des films qui m'ont fait réaliser plein de choses. Les Bergman, je veux dire, je me suis éduquée métaphysiquement. Alors, si vous prenez ce terme-là, je me suis éduquée beaucoup au cinéma. Ça me reste mais très 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 longtemps. Je dors avec, je rêve avec, je réalise des choses, je prends conscience de choses qui font que je ne suis plus la même. Et pour moi, personnellement, hein, c'est mes goûts à moi. Je préfère de beaucoup les films et les images qui me laissent des questionnements sur le grand mystère de l'amour et pas sur la névrose. Même si, par exemple, je reprends Desplechin, même si à un niveau de Desplechin, ça fait gravement, ça reste quoi. Comment je me suis disputée et tous ces films, il y a une logique, il y a une cohérence. Personnellement, j'ai aucun doute sur mes affinités cinématographiques par rapport. On voit dans votre film. Hein, ah oui, oui, oui. Puis, bien sûr que je rends hommage à Desplechin dans mon film beaucoup. Et à Mathieu Amalric, qui est pour moi, un des plus grands acteurs français. Mais parce qu'il laisse un questionnement en nous, il laisse une réflexion, réfléchir, ça, vous voyez, ça réfléchit l'image. Il y a une réflexion avec un C, donc c'est pas de la projection ou de l'identification, ça ouvre un espace poreux entre les mondes, entre la réalité et puis le rêve, nos rêves, parce que finalement la métaphysique, c'est nos grands rêves. Il y a toute une réflexion à mener là-dessus sur l'entre-deux-mondes entre la réalité et le réel. Le rêve, le cinéma, c'est quand même du rêve.
Mais il est lié à la réalité et il nous ouvre les portes du réel. Voilà. Merci Arouda. Merci à vous.